Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Donc aujourd'hui on va parler de la conférence de Evan Niu qui s'appelle Vue CLI Overview. Donc Evan Niu c'est le créateur de Vue.js, si vous ne le saviez pas, et il a créé du coup récemment cet outil qui s'appelle Vue CLI 3, enfin pas lui tout seul avec d'autres personnes, mais qui permet de générer, de générer une application Vue déjà premièrement, et puis ensuite de gérer un petit peu tout autour du développement Vue.js. Donc on va regarder tout de suite sa conférence. Qui va commencer assez tardivement, on va commencer à la minute 3. Donc il explique un petit peu la différence entre Vue CLI et Laravel Mix. Parce que si vous êtes dans l'écosystème Laravel, vous vous dites sans doute que nous on utilise plutôt Laravel Mix et que pourquoi on devrait utiliser Vue CLI. Alors Vue CLI déjà c'est fait pour les applications beaucoup plus complexes que juste une application classique Laravel avec quelques composants Vue.js. C'est vraiment fait pour générer par exemple des applications single page, donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule app et que tout est fait en JavaScript. Donc par exemple le routing est fait en JavaScript et on fait juste des appels API à Laravel derrière. Ou alors faire des choses comme des applications web PWA, donc c'est-à-dire des applications mobiles qui peuvent être utilisées sur téléphone, des fonctionnalités avancées sur téléphone, du testing comme on l'a pu le voir dans une des conférences précédentes, du linting, etc. etc. Donc c'est vraiment pour faire des apps plus complexes. Il faut bien garder ça en tête lorsqu'on regarde un petit peu les deux projets et que ce n'est pas fait vraiment pour tout le monde. Donc si on avance un petit peu, ils nous présentent un petit peu les challenges qu'ils ont dû résoudre lorsqu'ils ont créé la version 3 de leur Vue CLI. Donc le premier point, et je trouve que c'est un challenge très intéressant et qu'il faudrait que tous les projets, toutes les bibliothèques suivent un petit peu ces recommandations-là. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit facile d'utilisation. Mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de fonctionnalités et qu'il y ait beaucoup d'options possibles. Donc il faut vraiment les deux qui soient bien, enfin que les deux, normalement c'est un petit peu opposé, mais il faut vraiment essayer de viser pour les deux. Ensuite, le deuxième point, il faut que ce soit customisable. Donc il faut qu'on puisse modifier le comportement, mais il ne faut pas pour autant qu'on puisse perdre à mettre à jour. Donc par exemple, des fois, quand on customise un comportement de quelque chose, on réécrit une partie de cette chose-là, et du coup, quand on veut mettre à jour plus tard, on peut avoir des problèmes. Donc même chose, là aussi, il faut viser les deux, si possible, dans toutes les bibliothèques, que ce soit bien customisable, facilement, mais qu'on ne perde pas la possibilité de mettre à jour du coup la package externe. Il y a beaucoup de librairies qui nous disent juste, vous prenez ces fichiers-là, vous le copiez-collez, et puis ensuite vous le modifiez à votre guise. Mais du coup, on ne peut plus ensuite mettre à jour le fichier parce que on l'a déjà modifié et que c'est un peu plus compliqué. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il faut qu'on puisse étendre le comportement du projet, donc on puisse rajouter des fonctionnalités, mais il faut aussi qu'il y ait des conventions, qu'on soit bien, que si on ne veut pas étendre des choses, qu'on puisse utiliser les conventions, les choses de base, sans avoir à y réfléchir réellement. Donc pour moi, c'est des challenges qui sont vraiment très intéressants et qu'il faudrait essayer de suivre un maximum ces recommandations-là dans tous les projets. Ensuite, il parle un peu après qu'il veut quelque chose de zéro config. Donc ça, vraiment, je pense que si ça, c'est un truc très important, il ne faut pas qu'on ait à mettre de la configuration en amont. Il faut qu'on puisse créer un projet sans configuration et que ça puisse fonctionner directement sans se poser de problème. Après, il explique aussi que justement comment ils ont fait un petit peu les choses, qu'on peut créer des plugins, qu'il faut qu'on puisse configurer tout sans avoir à copier-coller justement les fichiers comme je disais avant. Donc, voilà. Mais moi, le truc le plus important, c'est le zéro config. Après, le problème, c'est que a priori, d'après moi, ils n'ont pas trop réussi leur zéro config. Donc quand on voit un petit peu la liste là, ici, là, il va scroller un petit peu sur le package.json et on voit tout de suite, il vient de générer une application. Et quand on génère une application, c'est pas parce qu'il y a un générateur que c'est du zéro config. Pour moi, le zéro config, c'est réellement zéro config. On ne voit rien, l'utilisateur ne voit rien. Il lance une commande, d'accord, mais il ne doit pas voir la config. Là, moi, j'arrive sur ce package.json, je comprends rien. Je vois un extends plugin view essential, ESLint recommended, rules avec un tableau vide, parser options, parser babel ESLint, post CSS plugin. Voilà, ça reste complexe. Si je continue, là, il y a le browser list, etc. Alors, je comprends que c'est des choses qu'on peut configurer plus tard, mais pour moi, c'est déjà, quand on lit un fichier comme ça, c'est pas du zéro config. C'est quelque chose qu'on voit vraiment, on voit la config qui est là. Elle a été auto-générée, d'accord, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais raison de plus, encore plus, parce que du coup, je la comprends pas. Si on arrive sur Laravel Mix, dans une application Laravel classique, on arrive avec un Laravel Mix qui est vide. Un Laravel Mix, il fait 3 lignes. Je pourrais même les dire de tête. Et c'est pas pourtant que j'ai étudié le projet, c'est juste qu'il y a un require Laravel-mix. Donc ça, effectivement, on require le projet. Et ensuite, on fait mix.js, mix.css. Et ça, c'est ce que j'appelle du zéro config. Et derrière, Laravel Mix, il fait ce post CSS, il fait ce browser list, etc. Et on peut les modifier, sans problème. Mais par défaut, on a juste 3 lignes dans notre Laravel Mix, et tout le reste est caché dans la bibliothèque, donc dans le node modules. On n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Je trouve que c'est pas vraiment du zéro config comme ça devrait l'être.
Ensuite, si on continue un petit peu au niveau de ce fichier générateur, on va dire, à un moment, on peut choisir. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de choix. Hein, c'est quelque chose qui me pose un peu problème. C'est bien d'avoir du choix, mais ça devrait être réservé aux personnes qui connaissent déjà un petit peu les choses et qui n'ont pas besoin qui peuvent réfléchir à quel choix il faut faire. Pour moi, il faudrait qu'il y ait toujours des trucs par défaut et qu'on puisse changer plus tard. Ça, c'est un petit peu... on voit ici que Vue CLI, c'est fait vraiment pour des gens qui sont plus dans le front-end déjà, et pas... Voilà, Laravel Mix, on n'a pas aucun choix à faire dès le début. Si on veut faire des choix plus tard, on peut, mais il n'y a aucun choix à faire de base. Et ça, je trouve ça que c'est agréable de pouvoir juste se reposer sur les acquis d'autres personnes quand on ne connaît pas vraiment le métier. Là, a priori, c'est plus fait pour des gens qui connaissent déjà bien le métier. Donc là, je viens sur un problème, lint of save et lint and fix and commit. Alors déjà, je ne comprends pas trop l'histoire du fix and commit, lint. Quand on commit, ça va fix automatiquement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut juste faire un lint. Alors pour moi, un linter, c'est juste quelque chose qui va nous donner les erreurs. Genre par exemple, la collab n'est pas au bon endroit, je sais pas, il y a un espace ici alors qu'il ne devrait pas en avoir, etc. Donc ce qu'on appelle les PSR, nous PSR1 et PSR2 en PHP, comment on va faire notre code, l'indentation, les espaces, etc. etc. Et pour moi, c'est quelque chose de très néfaste. Les linters, ça ne devrait pas exister en fait. On ne devrait que avoir des formateurs. Donc le fix, justement ce qu'ils appellent fix. Un linter de base, c'est juste pour te dire, il y a une erreur, tu devrais mettre un espace ici. Et bien si tu sais qu'il y a une erreur et que je devrais mettre un espace ici, mets-le. Il n'y a aucune raison d'avoir notre cerveau occupé à penser à ce genre de choses en fait. Et en PHP, je vous conseille de ne pas mettre de linter sur votre éditeur, mais plutôt de mettre un formateur. Donc quelque chose que quand on fait CTRL-S, donc moi j'en ai un par exemple PHP CS Fixer, et bien cet outil-là, quand je fais CTRL-S sur n'importe quel fichier, il va automatiquement me formater le fichier. Donc me rajouter les espaces là où je les ai oubliés, me mettre les accolades aux bons endroits, les retours à la ligne aux bons endroits, etc. etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est possible de le faire automatiquement, il n'y a aucune raison de ne pas le faire automatiquement. Si vous êtes toujours en train de vous dire « Ah, ici j'ai oublié un espace, il faut que je le rajoute manuellement pour que le linter soit content », ne faites pas ça, automatiquement prenez un formateur. Voilà. Ça c'est un petit point à ce niveau-là, à ce moment-là. Ensuite, quand il lance le projet, il a malheureusement un petit souci. Alors je ne veux pas tirer sur l'ambulance, hein, voilà, c'est compliqué quand on fait une conférence, etc. Mais il a eu une petite erreur, type error, voilà, cannot read property length of null. Donc là on voit un petit peu aussi que le JavaScript c'est beaucoup d'outils, et quand on a beaucoup d'outils, un gros écosystème, il peut souvent y avoir des petits couacs lors de l'intégration, lorsqu'on crée des grands packages comme ça, qui permettent d'intégrer pas mal d'outils. Donc ça c'est problématique, mais bon, voilà. C'est pas très grave, on va dire, hein. C'est le fait de la conférence et j'espère qu'ils ont corrigé avant la release officielle de la chose. À cet endroit-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on reparle du zéro config et on regarde en bas à gauche du truc, on a le post.css, le point post.css rc.js, le babel.config.js, le jest.config.js et je crois qu'il y en a d'autres en dessous encore de fichiers, voilà, il descend encore un petit peu et du coup on a encore le package.json, le tsconfig.json, le tslean.json. Donc la même chose, on parle de zéro config, mais on n'y est pas du tout. Pour moi, avoir 6 fichiers à la racine de mon projet qui me parlent de config, pour moi, c'est pas ça le zéro config. Voilà, le zéro config, c'est le webpack.mix.js, un seul fichier, avec 3 lignes dedans. Là, on voit qu'ils ont un petit souci, je trouve, à ce niveau-là, qui pourrait être amélioré, on va dire. Supprimer tous ces fichiers-là et les générer automatiquement, les mettre, je sais pas, dans un node modules, et ne pas avoir à s'y occuper tant qu'on n'en a pas besoin, en fait. Si j'en ai pas besoin, je ne veux pas avoir à les regarder, à les voir dans mon dossier. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, si on prend un peu plus tard, il va avoir une autre erreur, je crois, à ce niveau-là, un peu avant. Il va nous montrer encore une autre erreur. Donc à cet endroit-là, quand il va essayer de créer un projet, il va encore en avoir un souci. Donc là, il montre un peu l'interface web. Comment on peut créer un projet grâce à l'interface web. Donc c'est plutôt pratique, l'interface est super jolie, j'adore le design, je trouve ça très très joli. Mais on voit encore des petits soucis avec JavaScript quand on essaye d'intégrer pas mal de choses ensemble et que ça peut poser problème. Ensuite, il va parler des plugins. Donc on voit aussi, alors il essaie de résoudre son problème tant bien que mal. Donc là, il va nous montrer l'installation de plugins. Donc on peut voir les plugins installés sur son projet, mais également en rajouter des nouveaux. Et ça, je trouve ça vraiment agréable. Voilà, chercher un plugin automatiquement, cliquer pour l'installer. Donc c'est vrai que c'est agréable, ça évite d'utiliser la ligne de commande quand on ne se rappelle plus un petit peu des lignes de commande. Même si une fois qu'on connaît les commandes, c'est souvent plus agréable d'utiliser la ligne de commande. On peut copier-coller, voilà. On n'a pas besoin de trop de se prendre la tête à ce niveau-là. Donc là, il explique là, il va essayer d'installer son plugin. Donc ça, c'est un premier truc. Bon, il aura encore un souci après, parce qu'on peut lancer les commandes, et quand il va essayer de compiler, il va avoir un problème de compilation. Donc là, ça commence à se multiplier. Donc j'espère vraiment qu'ils ont réparé tous les problèmes avec Vue CLI, qu'ils ont réparé tout ça avant la sortie officielle, parce que vraiment, il en a eu plusieurs.
Donc on peut mettre la faute un petit peu sur le Wi-Fi, sur la conférence, voilà, sur le fait qu'il n'était peut-être pas sur sa machine perso, mais ça commence à faire beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et enfin, deux petites choses vers la fin de la conférence, donc si on avance encore un petit peu, il va nous présenter, on va dire, le Modern Mode. Alors le Modern Mode, je trouve ça génial. Ça permet de générer deux fichiers JS, un pour les anciens navigateurs et un pour les nouveaux navigateurs. Parce qu'en fait, en JavaScript, aujourd'hui, les navigateurs ne sont pas capables de comprendre les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Tous les navigateurs ne comprennent pas ça, sauf bien sûr la dernière version de Chrome, la dernière version de Firefox, la dernière version de Safari, même la dernière version de Edge. Donc vraiment, si vous utilisez les dernières versions, vous pouvez lire directement les fichiers JavaScript de base que vous écrivez vous dans votre code. Par contre, si vous voulez cibler des personnes qui utilisent des vieux navigateurs, il faut bien sûr transformer cette nouvelle syntaxe en ancienne syntaxe pour qu'ils puissent comprendre. Le problème, c'est que l'ancienne syntaxe est souvent plus longue, donc ça veut dire des fichiers plus gros, et l'ancienne syntaxe est moins rapide, parce que les nouveaux navigateurs, enfin les nouvelles versions de navigateurs, optimisent pour cette nouvelle syntaxe et font des optimisations particulières qu'ils ne peuvent pas comprendre lorsque c'est transcrit en ancienne syntaxe. Et donc ça, ce système-là permet en une seule ligne de commande, donc là vraiment il y a un peu de zéro config, on va dire, quand même il y en a un petit peu, de générer deux fichiers JS, un pour les anciens navigateurs et un pour les nouveaux navigateurs, et avec un petit système de type module et de no module, et ça permet que les navigateurs anciens chargent le fichier ancien et les navigateurs nouveaux chargent le nouveau fichier, donc avec une taille plus petite et plus rapide. Donc ça c'est vraiment très intéressant je trouve, et ça devrait être fait, voilà. Laravel Mix, s'il pouvait faire ça avec juste quand on fait mix.js qui nous le fasse, ça serait génial, voilà. Ce serait un point super positif. Donc ça à ce niveau-là, et enfin il nous passe à l'intégration avec Laravel. Donc ils vont montrer, alors je ne sais plus où c'est vraiment, voilà. Il y a une intégration avec Laravel, donc il y a un lien GitHub où il présente une application Laravel qui utilise Vue CLI, donc avec l'organisation, comment faire pour utiliser. Donc vraiment, bilan de cette conférence, c'est quelque chose qui est propre aux personnes qui connaissent bien le front-end, qui veulent plus de fonctionnalités, qui veulent faire une grosse application front-end, quelque chose, pas juste quelques composants, vraiment par exemple du single page application, ou avoir vraiment beaucoup plus de fonctionnalités que Laravel Mix. Mais le prix est vraiment là. Je trouve que même s'ils ont fait du bon travail, même si l'interface est jolie, même si le zéro config ils essayent, je trouve quand même que par rapport à Laravel Mix, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça vient d'un problème du fait que JavaScript est pas très bien spécifié, on va dire, c'est qu'il y a plein d'outils en JavaScript. Et je vous recommande une conférence d'une personne, donc ça parle pas du tout de web, c'est une personne qui est John Blows, qui est un développeur de jeux vidéo et qui parle un petit peu de développement et qui dit que voilà, on ne veut pas apprendre plein d'outils, on ne veut pas apprendre un écosystème énorme, etc. Voilà, c'est quelque chose, on devrait avoir un outil unique qui fait tout bien, sans config, etc. Donc c'est un petit peu utopique, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et cette conférence-là est très intéressante si vous comprenez un peu l'anglais également, je la mettrai dans la description. Et un petit peu plus tard, il nous montre quelque chose aussi qui m'a un peu fait rire, parce que pendant la conférence d'Evan You, on a vu beaucoup de compilations et beaucoup de JavaScript, voilà, de création de JavaScript. Et à chaque fois, ça prend plusieurs secondes. Quand vous lancez npm run dev, même avec Laravel Mix, ça prend plusieurs secondes, même plusieurs minutes, des fois quand vous avez des gros projets. Et lui, il crée un outil, il crée un langage de programmation où il compile 80 000 lignes de code en moins d'une seconde. Et son objectif, c'est 1 million de lignes de code en une seconde. Et quand on voit ça, même à un moment dans sa conférence, il recharge, on va dire, le drive, donc sa présentation, et même charger la présentation, ouvrir la présentation en plein écran, ça prend plusieurs secondes. Et je me dis des fois, voilà, en ce moment, je suis en train de réfléchir un petit peu à ça, et je me dis, on pourrait vraiment améliorer nos outils pour passer moins de temps à attendre et avoir vraiment Voilà, c'est pas normal qu'on doive attendre 2 minutes pour compiler du JavaScript. C'est pas normal qu'on doive attendre 2 secondes pour mettre en plein écran une présentation. Donc là, voilà, c'est aussi une petite réflexion totalement externe. Mais voilà, cette conférence est intéressante parce qu'il montre un petit peu ça et il explique pourquoi c'est pas normal et pourquoi on a abandonné un petit peu nos ambitions pour avoir plus de flexibilité. Enfin, il ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi on a abandonné tout ça. Mais voilà, c'est une conférence intéressante que je mettrai dans la description si vous voulez avoir plus d'informations sur ce genre d'approche du développement. Donc voilà pour la conférence de Evan You. C'est une conférence quand même relativement intéressante malgré beaucoup de problèmes. Il a passé beaucoup de temps à essayer de débugger ses problèmes. C'est pas trop de sa faute je pense, mais voilà. Et c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment retenez ça, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez une grosse application front-end, oui. Si vous avez une application Laravel classique, restez sur Laravel Mix. C'est vraiment bien plus performant et bien plus simple d'utilisation. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap. Du coup, on va attaquer la journée 2
de la Laracon US 2018.